Et salut à tous chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos, cette fois-ci sur le discours de la servitude volontaire par Étienne de la Boétie, un des textes les plus courts mais les plus importants dans la philosophie politique moderne. Alors comme d'habitude, on va parler d'abord de la vie de l'auteur, du contexte du livre, avant de passer à la lecture approfondie de l'œuvre. C'est des vidéos qui vont être dédiées aux étudiants d'Ibn Sharaf, donc l'Université des sciences humaines de Tunis, parce que je sais que les examens arrivent bientôt et que ce texte est au programme. Je sais aussi qu'il y en a qui ont étudié Lévinas l'année dernière, s'il est toujours au programme cette année, je viens de conclure tout un cycle de 30 vidéos sur Totalité et Infini, l'œuvre majeure de Lévinas, donc n'hésitez pas à la consulter pour vos révisions, c'est fait pour ça. Donc on va faire le discours de la servitude volontaire à partir d'aujourd'hui. Cette série va faire en fait 5 vidéos au total, une vidéo comme biographie et introduction à la Boétie, et puis 4 autres vidéos sur le texte lui-même. C'est un texte qui est très très court, qui tient en une quarantaine de pages. Moi j'ai l'édition Les 1001 Nuits, qui maintenant appartient aux éditions Fayard. C'est une édition connue pour publier des textes très courts. En moyenne, ils font dans les 60 à 80 pages, un truc comme ça. Parfois un petit peu plus. Le texte le plus long de cette édition que j'ai en ma possession, c'est le 18 Brumaire de Napoléon par Marx. Il fait un petit peu plus de 200 pages, je crois. Mais voilà, généralement, ça va tourner autour de entre 50 et 100 pages. Mais ce n'est pas cette édition qui est la plus connue. Je crois que c'est plutôt l'édition de Flammarion, éditée par Simone Goyard-Fabre. C'est aussi la plus vendue, je crois, il me semble. Elle fait environ 300 pages, mais ça, c'est parce qu'elle inclut un dossier aussi. Et c'est excellent, en fait, en termes de support et de présentation de l'œuvre. Mais vous avez aussi d'autres éditions. Vous avez l'édition chez Gallimard, Tel et Folio. Vous avez chez Payot, vous avez chez République des Lettres, avec des dossiers. Et certaines, en fait, contiennent d'autres œuvres de la Boétie, genre l'édition Tel de Gallimard, par exemple. Elle a également sa deuxième œuvre majeure, le mémoire touchant l'édit de janvier de 1562, et une réfutation par un rival et un ami de la Boétie, Henri de Mesmès. D'ailleurs, on va y revenir à Mesmès. Vous avez aussi en fait l'édition Larousse, qui est pas mal aussi pour préparer votre bac, parce que vous y trouverez la méthodologie pour l'écrit, pour l'oral, pour votre épreuve, mais aussi des exercices sous forme de questions pour la réflexion et la compréhension du texte. Sinon, voilà, vous avez les éditions comme cela, les 1001 Nuits, où vous avez juste une toute petite présentation de l'œuvre à la fin. Là, j'ai l'œuvre qui s'intitule Comète, et puis il y a une petite chronologie sur la vie de la Boétie, et voilà, sinon il n'y a pas de dossier. Moi, je vous conseille toujours des éditions avec des dossiers, surtout pour les classiques. C'est des textes en fait qui ont été édités plusieurs fois, traduits et interprétés de manière différente, et donc c'est toujours bien d'avoir des dossiers qui nous disent comment ça a été interprété à telle ou telle époque, les contextes historiques, etc. Et aussi, prenez toujours des éditions annotées. Il y a énormément de références à l'Antiquité dans le discours, donc avoir une édition qui te donne que le texte, bon, moi je vais utiliser celle-ci, mais c'est juste en fait parce que c'est juste pour le texte en fait que je vais l'utiliser, mais bon, parce que je connais aussi en fait toutes les références et que j'ai aussi consulté d'autres éditions en préparant ces vidéos. Mais voilà, en fait, si tu as une édition qui n'a que le texte, avec une petite présentation, sans te dire qui est tel poète, qui est tel général, qui est telle figure mythologique, ça peut être un peu perturbant. Et quand je dis traduit, je ne parle pas seulement dans d'autres langues, mais aussi en français. Parce que le français du XVIe siècle, donc la Boétie, il est français, donc il a vécu au XVIe siècle, et le français de l'époque n'est pas du tout le même que le français d'aujourd'hui. C'est une langue qui nous est devenue complètement étrangère en termes de graphie, d'orthographe, de vocabulaire, de ponctuation, de syntaxe, voilà, c'est toute une autre langue, quoi. Et donc il y a eu des traductions en français moderne. Et donc la première traduction s'est faite au XVIIIe siècle, pendant l'époque révolutionnaire, de façon anonyme, en 1789. Elle a été publiée avec le discours de Marius. Marius était un consul et général romain du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a été traduit en latin, du latin en français. Donc il va y avoir différentes traductions de l'ancien français en français moderne, et donc certaines traductions vont être meilleures que d'autres. Donc mieux vaut une traduction plutôt qu'une transcription en français moderne. Et ça veut dire quoi? Alors en fait, quand on transcrit, on veut juste transmettre l'ancien, mais dans un médium nouveau. En fait, il s'agit d'adapter. Alors oui, il y en a qui vont mystifier un peu la langue et crier au sacrilège. Certains diront que lire la Boétie dans le français moderne, ça retire toute la beauté ou même la spontanéité du discours de la servitude volontaire. Comme c'est un pamphlet contestataire, pour bien sentir toute sa force, il faut le lire dans sa langue originelle. Il y aurait aussi une franchise et une naïveté qui jadis en faisait tout le charme, et elle serait perdue dans la langue moderne. C'est ce que Charles Test, par exemple, un des premiers qui a fait une transcription au français moderne au 19e siècle, c'est ce qu'il disait, quoi. Il se lamente que la langue d'aujourd'hui a perdu
perdu le charme de la langue d'avant, mais il ajoute qu'on ne peut pas la retrouver non plus si on n'adapte pas le texte à la langue de l'époque. Et c'est pour ça que malgré cette remarque, il a quand même transcrit le texte. Alors moi, ici j'ai la traduction de Séverine Offray, où elle critique d'ailleurs la transcription de Charles Test, dans la petite présentation là, dont je vous ai parlé à la toute fin, qui s'appelle Comet. Mais sinon vous trouverez aussi la transcription de Test dans l'édition Larousse ou bien dans l'édition Payot. Et d'ailleurs, c'est la transcription la plus connue, celle de Test, mais selon Offray, elle est quand même assez maladroite. Elle dit que Test va présenter une version adaptée ou modernisée dans la graphie et l'orthographe, voire la ponctuation, mais il va conserver un vocabulaire disparu et des tournures de phrases obsolètes pour faire un peu ancien, mais aussi en fait il donnerait un sens opposé au sens original. Elle dit de la transcription de Test qu'elle est gourmet, prolixe et anachroniquement jacobine, question d'époque et d'intention probablement, et elle est souvent en fait infidèle aux intentions de la Boétie. Elle mutile des métaphores dont le style pouvait être conservé s'il a fait en fait de la traduction au lieu de la transcription. Selon elle, il a même perverti les idées du texte en leur faisant porter un autre sens, etc. Bon voilà quoi, on va faire avec ce texte-là, mais voilà, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte. Alors on peut même dire que traduire, c'est aussi trahir, et même face à la traduction, il y a plein de mystificateurs de la langue qui vont s'indigner, mais bon, ça on s'en fout. Offray présente son texte comme une traduction du discours, sans chercher à rénover tout en jouant l'ancien. Donc la traduction s'efforce toujours de rester le plus fidèle possible aux intentions de l'auteur. Si, comme on va le voir plus tard, beaucoup ont mal interprété le texte de la Boétie, c'est parce que souvent, ils font des transcriptions et veulent amener le texte à parler de leur époque à eux, plutôt que essayer de rester fidèle à l'époque de la Boétie. C'est donc par traduction qu'on se montre le plus respectueux envers le texte, car on est soucieux des règles habituelles de la traduction et des risques de cette pratique difficile et formellement subjective, comme dit Offray. Donc comment est-ce qu'elle va procéder? Bon, elle dit qu'en fait elle va traduire en suivant le texte mot à mot, tant qu'il reste lisible, en donnant à chaque terme d'origine un équivalent de même sens, et si possible de même racine et de même connotation. Elle dit aussi qu'il faut reconstruire la phrase lorsqu'un archaïsme l'obscurcit et éviter tout terme ou tournure inutilement exotique, et finalement ne conserver des particularités de la langue que celles qui indiquent la singularité d'une voix et d'un ton. Alors il y a quand même un truc qui a été retiré de la traduction d'Offray, comme dans Test d'ailleurs dans sa transcription, dans le manuscrit qu'on a de la Boétie, qui est le manuscrit conservé par Henri de Mesmes, l'ami qu'on a mentionné plus haut. En fait il y a deux références à un certain Langa, qui est le dédicataire du discours. Plus précisément, c'est Guillaume de Lure de Langa, qui était le prédécesseur du poste de conseiller au Parlement avant la Boétie. Ça, on va en parler dans sa biographie. Mais voilà, ces deux références ne figurent pas dans cette traduction, parce que, selon Offray, ces deux adresses interrompraient le texte et nécessitent des notes inutiles à sa compréhension. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi. Dans l'édition Flammarion, les deux dédicaces ont été conservées, ça a juste nécessité deux petites notes de bas de page, et c'est tout quoi. Donc voilà, bref, il y a plusieurs traductions du texte, il y a aussi celle de Myriam Marache-Gouron pour Gallimard, mais celle que je vais utiliser pour les lectures approfondies, c'est celle-là, c'est d'Offray, et la traduction, elle date de 1995. Sinon voilà, je me suis servi de plusieurs éditions, je me suis même servi d'une édition américaine, donc une traduction en anglais, pour son introduction par Murray Rothbard, donc un des philosophes qui a fait de la Boétie un libertarien carrément, ou presque un libertarien, mais voilà, je trouve que l'intro était intéressante, et du coup voilà, si vous voulez lire en anglais, ça s'appelle The Politics of Disobedience, Discourse on Voluntary Servitude, traduit par Henry Kurz. Voilà, donc je me suis servi de plusieurs éditions pour la biographie et le contexte historique du discours, parce que le discours, sans contexte, est enveloppé de mystère. En fait, tout le personnage de la Boétie est enveloppé de mystère. Ce qu'on sait de sa vie, le peu qu'on sait d'ailleurs, c'est à travers surtout les témoignages de Michel de Montaigne, parce que énormément de faits biographiques de la Boétie nous proviennent directement de Montaigne. Montaigne, c'est le gars qui a écrit les Essais, et qui d'ailleurs nous parle de la Boétie dans le fameux essai 28 du premier livre des Essais, qui parle de l'amitié. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme dit Offray, c'est qu'on a deux figures de la Boétie. Une figure telle qu'elle est présentée par Montaigne, qui est conservatrice et respectueuse de l'ordre public. Offray, dans sa présentation Comète, rappelle la rue
la Boétie du 8e arrondissement de Paris, qui débouche aux Champs-Élysées, qui correspond à cette image-là. La figure associée à l'élégance d'un homme d'élite, un scrupuleux magistrat enraciné, fin lettré, latiniste, helléniste et humaniste. Donc une figure, voilà, enfin elle dit figure exquis de l'ami, entre guillemets. C'est un bon catholique et dévoué à l'ordre public, et donc le discours serait une œuvre de circonstance finalement, pas à prendre. C'est pas écrit pour être pris au sérieux comme vraiment représentatif de la pensée ou de la personnalité de la Boétie. Et de l'autre, on a la Boétie du discours, qui, dans les mots d'Aufrey, échappa dès l'origine à la dévote sollicitude de Montaigne, à son désir d'enchasser le texte pour construire à l'ami perdu un tambon baroque d'écrit. Genre, parce que le contenu du discours a une dimension révolutionnaire et genre c'est un refus du pouvoir, on voit mal comment en fait son auteur peut être ce personnage bon catholique et dévoué à l'ordre public que nous présente Montaigne. Plutôt, la Boétie, souvent connue uniquement à travers ce discours d'ailleurs, il paraît comme une figure engagée aux côtés des opprimés. Son discours, depuis ses débuts, a été pillé, piraté, découpé, plagié, retaillé ou recopié par ses humbles admirateurs, tout aussi révolutionnaires les uns que les autres, de l'amener jusqu'à Simone Veil en passant par Pierre Leroux. On a ici non pas en fait le bon catholique dévoué à l'ordre public, mais la Boétie des réprouvés, des opprimés, des peuples en lutte pour la reconquête de leur liberté, etc. On a ici en fait une figure de révolte, une révolte absolue contre toute oppression, toute exploitation, tout abus de force, toute corruption, bref, contre l'armature même du pouvoir. Et donc cette deuxième figure, révolutionnaire, elle a étrangement été toujours attaquée par Montaigne, comme un détournement du discours à des fins partisanes. Du coup, il est important ici de voir qui est vraiment la Boétie. Laquelle des deux figures est vraie? La Boétie progressiste révolutionnaire, même anarchiste, ou conservateur bon catholique dévoué à l'ordre public? Ou alors c'est carrément un faux problème, qu'il n'y a pas en fait de vraie la Boétie, et que toute tentative en fait de restreindre le discours à un contexte historique passé ou présent, c'est déjà mal le comprendre. C'est vers cette troisième option que se dirige Aufrey en disant du discours que ce n'est pas une œuvre de circonstance, mais que c'est pas non plus le manifeste d'une force quelconque en fait qui pourrait abusivement s'en prévaloir, quoi. Personne ne peut s'en réclamer comme correspondant à son idéologie, quoi. Mais ça, on va y revenir un peu plus loin quand nous parlerons de l'histoire de sa publication. Pour l'instant, voyons un peu la biographie de la Boétie. C'est qui Étienne de la Boétie? Donc, Étienne de la Boétie est né mardi 1er novembre 1530 à Sarlat, dans le Périgord, aujourd'hui dans le département de la Dordogne. D'ailleurs, si vous vous rendez à Sarlat, aujourd'hui s'appelle Sarlat-la-Canéda, je crois, vous pouvez visiter sa maison natale qui sert aujourd'hui de musée sur la Boétie et d'hôtel particulier. Donc il est né dans une famille bourgeoise, le troisième et seul fils d'Antoine de la Boétie et de Philippe de Calvimont. Alors Philippe, c'est aussi un nom de fille. Elle était la fille de Jean de Calvimont, seigneur de l'Erme et président au Parlement de Bordeaux. Son père, c'était un lieutenant particulier du sénéchal du Périgord. Alors un sénéchal, c'est un officier au service du roi ou d'un prince ou d'un seigneur. Donc voilà, c'est quand même une famille bien posée qui a pas mal de connexions, quoi. Alors, son père, il meurt très tôt, on ne sait pas exactement quand, mais probablement quand il avait 10 ans, et c'est son oncle, qui s'appelle aussi Étienne, qui va le prendre sous sa tutelle et qui va se charger de son éducation. Donc son oncle, en fait, Étienne la Boétie, Étienne de la Boétie le considère un peu comme un second père. C'était un ecclésiaste cultivé, c'était un fan de droit, de littérature classique et de théologie. D'ailleurs, il était l'influence majeure dans la vie de la Boétie, puisqu'il l'a introduit à la culture de la Renaissance, au culte de l'Antiquité grecque et romaine, lui a transmis son amour des lettres et des valeurs grecques et latines, et son intérêt aussi pour le droit. Et concernant ses études, alors là, on n'est pas sûr. Certains disent qu'il a étudié à Bordeaux, au collège de la Guyenne, mais on ne trouve pas son nom dans les listes d'élèves qui ont fréquenté cet établissement. Et de plus, on trouve étrange aussi que Montaigne, qui lui a été étudiant à la Guyenne, n'a jamais mentionné la Boétie comme étudiant au collège. Du coup, d'autres disent qu'il a étudié ailleurs, peut-être à Bourges, donc deux villes qui ne sont pas du tout côte à côte. Puis, ce qu'on sait par contre, c'est qu'il a poursuivi ses études à l'université d'Orléans en vue d'une carrière de magistrat. Et ça, c'est pas n'importe quelle université en fait. Elle est non seulement la seconde université de France après Paris, mais elle est l'une des plus célèbres écoles de droit de l'époque. Et il se trouve que l'université d'Orléans, c'est vite devenu un centre intellectuel pour protestants.
Alors le XVIe siècle, comme vous le savez, c'était le siècle de la Réforme, où l'Église catholique connaît une résistance de la part d'un nouveau mouvement chrétien, le protestantisme, qui veut réformer la religion chrétienne. D'ailleurs, les protestants sont aussi appelés les, j'espère que je prononce bien, les huguenotes, ou les huguenots, un terme dont l'étymologie est très obscure d'ailleurs, hein, mais on les appelle souvent comme ça. Bref, l'université d'Orléans avait parmi ses maîtres les juristes Charles Dumoulin et Anne de Bourg. Tous deux des huguenots, bon je vais dire huguenots, mais Bourg en fait était beaucoup plus vocal sur les persécutions que subissaient les protestants de la part des catholiques et n'hésitait pas à dénoncer ces persécutions publiquement. Ce qui, on va le voir, lui a attiré des problèmes. Et la Boétie était un élève d'ailleurs de Bourg. C'est ici d'ailleurs entre 1546 et 48 qu'il rédige son fameux discours de la servitude volontaire selon Montaigne. C'est là qu'il nous dit, c'est là qu'il nous dit en fait que la rédaction du discours date de 46 ou 48, lorsque la Boétie avait 16 ou 18 ans, donc il était très très jeune quand il a écrit ce discours. Un ado qui écrit un texte philosophique sur la nature humaine et la nature du pouvoir et qui devient aussi important, un classique en philosophie politique, c'est pas du tout anodin. Donc certains vont douter de la version de Montaigne et on verra pourquoi. D'ailleurs la Boétie ne l'a pas publié de son vivant. Vers cette époque, il a aussi écrit en fait des poèmes, des sonnets adressés à Marguerite de Carles, qui est une fille du président du Parlement de Bordeaux, Pierre de Carles. C'est une veuve qui a déjà été mariée à un certain Jean d'Arsac, je crois, et d'ailleurs la Boétie l'épouse en 1552, donc à 22 ans. L'année d'après, le 23 septembre 1553, il obtient le grade de licencié, et le 13 octobre, le roi Henri II lui accorde les lettres patentes qui l'autorisent à acheter la charge de conseiller au Parlement. Alors, les lettres patentes, c'est un document officiel émis par le roi par lequel il accorde un privilège, une charge ou un droit à une personne. C'est un document qui permet en fait à quelqu'un de faire quelque chose que normalement il n'est pas en mesure de faire. Genre, c'est censé faire une exception, quoi. La Boétie, normalement, ne pouvait pas exercer au Parlement, mais le roi lui accorde une exception. Il lui donne ce document et donc il peut acheter le poste. À l'époque, oui, en fait, tu achètes les postes. Cette pratique s'appelait la vénalité des offices. Voilà, il a eu le poste qui a été laissé vacant par un certain Guillaume de Lure au Parlement de Bordeaux. Donc c'est le Langat, le personnage à qui le discours a été dédicacé. Du coup, en fait, ça pose un petit problème dans la chronologie, à moins que la Boétie connaissait déjà le Langat, en fait. Il connaissait déjà Langat entre 46 et 48, lorsqu'il a écrit le discours, soit il a amendé par la suite pour y inclure les dédicaces à Langat. Bref, pour revenir à cette prise de poste, comme ça a demandé une lettre patente, c'est qu'il s'agissait d'une exception. La Boétie, en fait, comme il avait 22 ans à l'époque, il ne pouvait pas exercer au Parlement parce que l'âge requis pour être magistrat au Parlement, c'est 25 ans minimum. Donc il avait besoin d'une autorisation spéciale. Donc il achète la charge le 17 mai 1554 et il prend ses fonctions de magistrat au Parlement et c'est là où il rencontre Montaigne en 58. Montaigne avait déjà intégré le Parlement en 57 et il connaissait déjà la Boétie parce qu'il aurait déjà lu le discours, probablement par l'intermédiaire de ce Guillaume de Lure. On n'est pas sûr, mais en tout cas, Montaigne connaissait le contenu du discours. Donc, ils étaient déjà collègues, en fait, mais ils se sont officiellement rencontrés par hasard lors d'une grande fête et compagnie de ville. Et c'est ainsi que commence l'une des plus grandes amitiés de l'histoire et qui ne sera interrompue que par la mort de la Boétie, qui était de 2 ans et quelques mois, l'aîné de Montaigne. Montaigne était né le 28 février 1533, donc le jour de mon anniversaire, je suis né aussi le 28 février, et donc il avait 2 ans et 4 mois de différence exactement. Bref, donc la Boétie est enfin magistrat au Parlement, mais il n'y remplissait pas des tâches importantes. Il assistait très régulièrement aux séances, il siégeait successivement aux diverses chambres. La Cour lui confie quelques travaux particuliers et même se charge de vérifier si des pièces théâtrales dans le collège de Guyenne n'ont rien de scandaleux concernant la religion. Voilà, enfin c'est des petites missions qu'il a par-ci par-là, mais rien d'important. Donc il ne fait aucune mission qui le distinguait, du moins pour le moment. Mais avec les tensions qui montent entre les protestants et les catholiques, la Boétie va se trouver chargée de faire des missions de négociation de paix entre les deux camps. De base, en fait, ce parlement, qui a été créé par Louis XI en 1462, avait pour fonction de dispenser la justice royale. Il
c'est censé en fait appliquer la justice aux criminels, aux civils, d'enregistrer les ordonnances du roi, de faire régner l'ordre dans la province, et on appelait non seulement au droit français et au droit romain aussi, mais aussi au système coutumier du sud de la France. Genre ça faisait un truc bien hybride pour faire plaisir un peu à tout le monde, quoi, soi-disant. Mais le Parlement reste majoritairement catholique, ce qui signifie que déjà, malgré les tentatives de réforme du droit, en y incorporant des éléments humanistes, et même locaux, ça reste quand même biaisé en faveur des catholiques. Ce qui donc met le Parlement et les universités comme celle d'Orléans un peu en conflit. Et à ce niveau, en fait, l'université il est en train de former des protestants pour les mettre ensuite au Parlement, ce qui n'arrange pas vraiment le Parlement. Le Parlement, en fait, se prétend comme dépositaire et gardien des lois fondamentales du royaume, qui restent avant tout catholiques. Du coup, le rôle du Parlement devient une question de loyauté monarchique et une question d'orthodoxie catholique. Et donc, très vite, ça va tourner aux chasses aux sorcières. On condamne à mort des prédicateurs réformés, on envoie au bûcher des jeunes hommes accusés d'hérésie, des marchands soupçonnés d'avoir été l'instigateur d'une mutilation de statues de la Vierge et de Jésus. Puis en 1560, le Parlement réprime férocement tous les rassemblements des Huguenots, sous prétexte l'ordre public, quoi. Donc ça tourne à l'Inquisition, et les accusations d'hérésie, de condamnation à mort et au bûcher se multiplient. Et donc tout ça, ça inquiète énormément la Boétie, et qui, dans un lent poème en latin adressé à Montaigne et à Jean de Bello, un autre ami proche de la Boétie, il va exprimer sa douleur devant l'arrivée d'une guerre civile et contemple la solution d'échapper à l'oppression en se rendant en Amérique. Mais en décembre de cette même année, le roi François II meurt d'une méningite, je crois que c'est ça, hein. Il a d'ailleurs régné qu'une seule année, et c'est d'ailleurs ça va être son frère cadet, Charles IX, âgé seulement de 10 ans, qui va prendre sa place. Et là, la Boétie, il reçoit une mission importante à Paris, auprès du nouveau roi et de son conseil. Et la mission, en fait, consistait à résoudre un problème concernant les émoluments des magistrats, les magistrats bordelais, c'est-à-dire en fait les revenus, traitements ou rémunérations perçus par les magistrats bordelais pour l'exercice de leurs fonctions. Cependant, en fait, cette histoire semble avoir servi de prétexte pour aborder un problème politique qui est beaucoup plus large, probablement lié aux tensions religieuses entre catholiques et protestants à cette époque. Et c'est là où on doit parler vite fait de Catherine de Médicis. Alors, Catherine de Médicis, ou de Médicis, je ne suis pas sûr de la prononciation, donc c'est de la famille des Médicis, je vais continuer à dire Médicis, c'était la reine de France. Et elle était l'épouse d'Henri II, donc la mère de François II et de Charles IX. Alors, les Médicis étaient des catholiques, bien qu'ils aient en fait propagé un peu la Renaissance et les idées humanistes qui ont joué un rôle crucial dans la Réforme et le protestantisme. Cependant, Catherine, bien qu'elle était catholique, elle était plus occupée par le pouvoir que les querelles religieuses. Ce qui compte pour elle, c'est qu'elle reste au pouvoir, qu'elle reste reine de France. Alors en France, il y avait la loi salique, une ancienne règle de succession qui interdisait aux femmes de monter sur le trône de France et d'hériter de certaines terres. Elle a été utilisée sous l'Ancien Régime pour garantir que seul un homme puisse avoir accès au trône. Et donc l'implication de cette loi, c'est que seuls les princes de sang peuvent accéder au pouvoir. C'est-à-dire, si dans l'éventualité que Charles IX crève sans avoir un fils, Catherine doit faire ses valises et se barrer. Et donc le trône reviendra au mâle le plus proche du roi, le premier prince de sang, quoi, et celui-ci est appelé le régent. Donc dans le cas de Charles IX, c'est Antoine de Bourbon, qui était son oncle par alliance et un cousin éloigné. Donc les arbres généalogiques des rois, c'est un peu le bordel, mais en tout cas, si Charles IX crève, c'est Antoine qui le remplace. Et ça, Catherine ne voulait pas. Donc elle a tout fait pour aller contre la loi salique et devenir la régente de France. Et comment elle a fait ça? En fait, elle a joué sur la question religieuse. Antoine était marié à Jeanne d'Albert, reine de Navarre, qui était ouvertement protestante. Et quant à lui, un jour il est catholique et un jour il est protestant. Du coup, Catherine l'a présenté comme quelqu'un qui est instable et comme un danger pour la stabilité politique du royaume qui devait rester catholique malgré tout. Alors, Catherine s'en foutait un petit peu du catholicisme quand il s'agissait de la stabilité politique. Pour elle, il ne s'agissait pas de faire la guerre aux protestants, mais trouver une politique qui va réconcilier les deux pour qu'elle puisse rester tranquille au pouvoir. Donc, comme elle redoutait chez les catholiques aussi bien que chez les protestants les débordements et les violences des passions religieuses, elle s'inclina vers une politique d'apaisement. Et il est probable que lorsque la Boétie
a été envoyé sur cette mission au conseil de Charles IX à Paris, ce n'était pas pour le truc des rémunérations, mais pour qu'il rencontre quelqu'un qui va lui faire part de cette politique envisagée par la reine, pour qu'ensuite il aille la promouvoir au Parlement de Bordeaux. Et ce quelqu'un, c'était le chancelier Michel de l'Hôpital, que Catherine appréciait beaucoup, et elle s'est inspirée de ses leçons sur la tolérance religieuse pour faire sa politique d'apaisement. C'est-à-dire en fait une politique qui traite les deux camps de manière impartiale et neutre, et en fait qui cherche à reconnaître le tort dans les deux camps. Donc la Boétie rencontre l'Hôpital à Paris, et les deux, en fait, ils vont se lier d'une amitié, malgré la différence d'âge entre les deux. L'Hôpital avait une vingtaine d'années en plus, mais ils trouvaient plein de points communs, quoi, voilà. Ils avaient la même ferveur pour l'humanisme renaissant, les mêmes exigences de droiture morale, la même aversion du formalisme de la justice, le même patriotisme et les mêmes solutions pour la tolérance religieuse, quoi. Boétie, d'ailleurs, appréciait fort le traité de la réformation de la justice de l'Hôpital, hein, c'est l'œuvre en fait de Michel de l'Hôpital, voilà, dans laquelle il y a toutes ces idées. Donc il admirait le courage et la sagesse avec lesquels il avait osé condamner officiellement lors des États généraux d'Orléans le 13 décembre 1560 à la fois la sédition des Huguenots et l'intransigeance des catholiques. Donc voilà, en fait, c'est reconnaître les abus dans les deux camps. Et la Boétie fut chargée par l'Hôpital d'expliquer au Parlement de Bordeaux, plutôt favorable au catholicisme des Guises, le sens de la politique de large tolérance. Il devient donc chargé d'intervenir dans diverses négociations pour parvenir à la paix entre catholiques et protestants. C'est ce qu'il fait dans l'ordonnance de 31 janvier 1561 promulguée lors de la clôture des États d'Orléans. Il annonça en fait qu'un colloque national se réunirait bientôt à Poissy, auquel serait convié afin de préparer la réconciliation au sein de l'Église chrétienne. Il y aurait des évêques catholiques et les pasteurs protestants, etc. Donc la Boétie, il prêche la tolérance, la douceur des mœurs et la gentille charité, et il est convaincu de ne pas plaider en faveur d'une simple diplomatie, mais pour un idéal de justice et de dignité. Mais malgré ça, les problèmes continuent. La Guyenne, qui est restée très protestante, continuait de résister aux catholiques. Des troubles éclatèrent cette fois-ci en Agenais. Catherine et le roi, pour éviter que les autorités aient recours à des moyens extrêmes pour calmer les turbulents, demandent à Monsieur de Bury, le lieutenant du roi, de s'y rendre. Donc la Boétie va aussi l'accompagner et les deux vont tenter d'appliquer les principes de l'Hôpital. Il déclare que chaque confession avait droit à son église et donc on ordonne les protestants de restituer aux Jacobins d'Agen leurs couvents et leurs églises. Dans le même temps, les catholiques, on leur ordonnait de laisser les Huguenots célébrer leur culte à l'église Sainte-Foy. Dans les petites localités alentours, où il n'y avait qu'un seul édifice religieux, celui-ci devait servir tour à tour aux offices des catholiques et à ceux des protestants. Cependant, rien à faire, les violences entre protestants et catholiques continuent malgré toutes ces petites solutions par-ci par-là. En janvier 1562, Catherine de Médicis signe l'édit de janvier qui devait protéger les Huguenots des violences catholiques. La Boétie continue d'y croire et accueille en fait l'édit avec enthousiasme et optimisme. Pour lui, pas de doute, la politique d'apaisement, c'est toujours la bonne, c'est la bonne voie. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette année? Je commence à parler en anglais. Qu'est-ce qui se passe donc cette année? 6 semaines plus tard, il y a le 1er mars, le massacre de Vassy. Et donc un groupe de protestants se fait attaquer par des autorités catholiques parce que l'édit de janvier accorde une liberté de culte et expression de la foi protestante seulement à l'extérieur des villes, pas à l'intérieur. Et donc du coup, t'as des protestants qui ont voulu, faire leur culte à l'intérieur de la ville, et donc du coup, 70 protestants ont été tués. Et ainsi éclate la première guerre de religion. Il y a eu le siège de Rouen, donc le siège de Rouen où Antoine Bourbon crève, et il y a eu après la bataille de Dreux. Bref, 1562, c'était une année sanglante. Et en face de ces bains de sang, la Boétie, toujours croyant en la politique de Catherine, rédige son deuxième texte majeur, Mémoire sur l'édit de janvier 1562. Et donc dedans, il prend parti avec le catholicisme. Il dit que la religion catholique doit être la religion de l'État, mais elle doit être modérée et réformée afin de concilier les catholiques et les protestants.
Mais les magistrats de Bordeaux résistent à cette solution de conciliation. Montaigne, d'ailleurs, est chargé de soumission à la cour, tandis que la Boétie part en tant qu'un des 12 conseillers du Parlement en mission militaire pour arrêter une troupe huguenote en direction vers Bordeaux. Et donc le Parlement de Bordeaux envoie une troupe de 1200 hommes le 10 décembre 1562. 12 conseillers ont été désignés et chacun d'eux a pris le commandement de 100 soldats, et parmi eux, Étienne de la Boétie. Alors j'ignore ce qui s'est vraiment passé, toutes les biographies que j'ai lues de la Boétie ne mentionnent pas cette rencontre entre les 1200 hommes et les protestants en marche vers Bordeaux. Tout ce que je trouve, c'est que les biographies passent directement à l'année d'après, 1563, après son retour de cette mission. Et c'est aussi la dernière année de la Boétie, il tombe malade, soit de la peste ou de la dysenterie. Il demanda en fait qu'on le transporte au Médoc, sur l'une des terres de sa femme, espérant que l'air pur des champs va un peu hâter son rétablissement. Mais il ne pouvait pas le faire, il pouvait pas faire le voyage en fait à cause de sa santé qui se dégrade de jour en jour, et donc il s'arrête à quelques kilomètres de Bordeaux, à Germignon, chez le conseiller Richard de Lestonac, ou de Lestonac, je suis pas sûr de la prononciation, qui était le beau-frère de Montaigne. Et donc, sachant qu'il va bientôt mourir, hein, voilà, il sait qu'il va pas s'en sortir, il va écrire son testament le 14 août, et 4 jours plus tard, il meurt à l'âge de 32 ans, 9 mois et 17 jours, en présence de Montaigne, à qui il laisse en fait ses œuvres et sa bibliothèque, y compris le manuscrit du discours de la servitude volontaire. Sa mort va toucher énormément Montaigne, et c'est cet événement, la mort de son meilleur ami, qui va motiver Montaigne à écrire les essais. Et donc voilà pour la biographie de la Boétie. Maintenant on passe au contexte du discours sur la servitude volontaire. Alors, il n'est pas facile de savoir le contexte du discours, c'est-à-dire pourquoi la Boétie l'a écrit, ou s'il est lié à certains événements qui se sont produits dans la vie de la Boétie. Dans la présentation de l'édition Flammarion, Simone Goyard-Fabre nous donne juste... en fait, elle nous dit qu'il y a 3 zones d'ombre qui enveloppent l'œuvre de la Boétie et son contexte. D'abord, elle dit que le discours est un écrit politique qui s'inspire d'œuvres poétiques et philologiques. Il est rempli de références à l'Antiquité. Ensuite, les dates de composition et de publication du discours sont incertaines. Et troisièmement, placer le discours dans le contexte historique et intellectuel de son temps, c'est ça en fait ce qu'il faudrait faire, mais aussi en fait il faut aussi le placer dans les époques qui ont succédé jusqu'à aujourd'hui. Et ça en fait ça va requérir des éclaircissements. Alors donc déjà, commençons par le contexte intellectuel de son époque. C'était une époque particulière et qui permet de comprendre pourquoi d'ailleurs les références poétiques et philologiques sont si présentes dans le discours. Donc c'était la Renaissance. Alors, c'est quoi la Renaissance ? Alors, pour donner la version rapide de c'est quoi la Renaissance, c'est l'époque qui vient après le Moyen-Âge, où les intellectuels, en fait, ont réintroduit la pensée classique en Europe. Et donc, on appelle ça la Renaissance parce que c'est l'Antiquité qui renaît. Hein. La pensée classique, voilà, c'est la pensée grecque et romaine. Et avec cette Renaissance, c'est toute l'Europe qui renaît de nouveau et qui sort de l'obscurantisme et le dogmatisme du Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge est parfois représenté comme ça, comme une époque où on ne pense pas, et on ne produisait rien de culturellement signifiant et où la vie était vraiment chiante. Mais voilà que arrive la rationalité, les arts, la beauté perdue des Grecs et des Romains, et tout d'un coup l'Europe renaît. Bon alors c'est un narratif qui est complètement faux historiquement, mais c'est comme ça que les humanistes, les intellectuels de la Renaissance, c'est comme ça qu'ils aimaient se voir en fait. C'est un mouvement qui n'a pas commencé à un endroit précis, mais souvent on va attribuer son origine à Florence, en Italie. Si c'est pas son origine, en fait, moi en tout cas, on va y attribuer son élan. Il y a une famille là-bas qui s'appelle les Médicis, ou les Médicis. C'était une famille puissante et ils ont tout fait pour que la pensée antique soit un peu partout. La famille était c'était un mécène de nombreux philosophes, une personne ou une organisation qui soutient financièrement les artistes, les écrivains, les philosophes ou d'autres créateurs, sans attendre de bénéfices directs en retour. C'est ça, un mécène. Sous la direction donc des Médicis,
on entreprend des recherches sur la philosophie grecque, sur les idées d'Épicure, de Cicéron, d'Aristote, et on tentait en fait d'harmoniser les théories de Platon avec le christianisme. Donc la famille était aussi mécène des arts, les artistes comme Léonard de Vinci, Botticelli, Michel-Ange, voilà, enfin tout ça, il fréquentait cette famille tout le temps. L'art devenait un outil en fait d'éducation et la nudité était célébrée, l'autonomie des esprits encouragée, la rationalité vénérée, etc. Donc ce sont des valeurs humanistes, c'est-à-dire que là, on redevient optimiste concernant l'humain et son potentiel. L'humain peut être son propre sauveur à présent, parce qu'il a en lui les facultés nécessaires pour s'élever. Et donc ainsi, l'homme à présent devient le centre de toute recherche et de tout savoir. C'est l'idée essentielle de l'humanisme, hein. Cette idée que l'homme est à lui tout seul, pour l'homme, un sujet digne d'étude. C'est ça en fait, c'est que l'homme, il s'étudie lui-même, dans le but d'œuvrer pour son propre épanouissement, quoi. Et donc ce nouvel esprit optimiste, il devait être promu partout et dans tous les médias artistiques ou intellectuels. On introduit en fait une architecture même basée sur la symétrie, les proportions inspirées de l'architecture et la sculpture grecque et romaine. Donc partout où vous avez une figure d'autorité qui est liée à cette famille, vous avez de la diffusion des idées de l'Antiquité. Et la Boétie a vécu dans un milieu qui correspond parfaitement à cette description. Sarlat, la ville natale de la Boétie, avait un évêque. Son évêque, c'était Niccolò Gaddi, qui était aussi un cardinal italien. Et il a été placé par le roi François Ier comme administrateur de Sarlat de 1533 à 1545. Et c'était un cousin des Médicis. Donc la famille de Florence qui a lancé la Renaissance, quoi. Et donc il possédait une vaste érudition, qui était tout empreinte de l'humanisme italien. Il rêvait de faire de son diocèse, de Sarlat, quoi, une Athènes périgourdine, où en fait où il y aurait de l'art et la philosophie un peu partout. Voilà, donc à cette époque, avoir de l'intérêt pour la littérature classique, c'était en fait la norme. Donc tous les intellectuels et les érudits du XVIe siècle avaient recours aux anciens pour porter leurs idées. Ils faisaient des traductions et des commentaires sur des textes anciens, et la Boétie n'était pas une exception. Et il était lui aussi tout le temps dans ce domaine, et c'était un élève remarquable. Il connaissait ses humanités. Faire les humanités, c'est une expression pour dire étudier la langue et la littérature gréco-latine. Il se passionne pour la philologie. Alors la philologie, c'est l'étude des anciennes civilisations à travers leurs anciens textes. On sait qu'à 16 ans, il a traduit la ménagerie de Xénophon. Il a aussi traduit les règles du mariage et la lettre de consolation de Plutarque, ainsi que les 6 premiers chapitres des économiques qui, à l'époque, étaient attribués à Aristote. Il connaissait presque tout son Cicéron par cœur. Enfin voilà, il s'y connaît, quoi. Il a aussi adapté, en 28 sonnets français le 32e chant de Roland Furieux, du poète italien Ludovico L'Arioste. Donc il traduisait même des contemporains, quoi. Il écrit des poèmes d'amour et des sonnets du niveau des poètes de la Pléiade, de Pierre Ronsard, de Jean Doreau et de Jean-Antoine de Bef. Bref, c'est un génie. Il a même écrit des notes philologiques en 1557 en marge des opuscules moraux de Plutarque. Il rajoutait en fait des remarques étymologiques et de syntaxe. Il faisait de multiples comparaisons entre les locutions grecques et latines. Il étudiait les jeux de mots, etc. Enfin, voilà, selon Paul Bonnefond, même des traducteurs en fait consultaient la Boétie. Paul Bonnefond, c'était quelqu'un qui a édité les œuvres de la Boétie dans le XXe siècle. On reviendra sur Bonnefond. Par exemple, Arnaud du Perron, qui avait entrepris la traduction latine de ces opuscules, demandait souvent des conseils à la Boétie et disait de lui qu'il était le second Budet de son siècle. Alors Guillaume Budet, c'était un érudit du XVe et XVIe siècle et un des traducteurs majeurs de la Renaissance. Donc le discours s'inscrit dans ce contexte intellectuel qui est l'humanisme. Ces thèmes sont effectivement la liberté et l'autonomie, mais aussi il a un aspect humaniste, c'est-à-dire que la solution de la liberté se trouve dans l'homme lui-même, dans sa nature et pas ailleurs. Donc c'est un texte qui suit les méthodes de l'humanisme. Il s'agit d'étudier l'homme en lui-même. Qu'est-ce qui fait que l'homme se laisse dominer par le tyran? Il procède donc d'une démonstration conceptuelle pour montrer pourquoi les hommes renoncent par eux-mêmes à leur liberté et à leur autonomie. Donc il utilise le registre des humanistes, c'est-à-dire le texte est didactique,
on instruit le lecteur en prenant principalement la réalité historique de l'Antiquité comme matière d'enseignement. Il est aussi oratoire, comme lorsque les Grecs et les Romains présentent leurs discours devant les assemblées pour impressionner, pour frapper les esprits afin de convaincre et persuader. Et enfin, il est épidictique, c'est-à-dire qu'il est démonstratif, pour attaquer en fait les oppresseurs et pour plaidoyer en faveur de la liberté humaine. Donc voilà déjà pour cette première partie du contexte. Ça, c'était le contexte intellectuel du discours, mais il y a aussi un contexte politique du discours. Et maintenant, on va voir ce contexte-là. Donc le XVIe siècle n'était pas seulement un siècle de productivité intellectuelle, il était également un siècle politique extrêmement dynamique, avec des remises en question, des régimes et des modèles politiques présents. Le retour à l'Antiquité, en fait, ne s'est pas limité qu'aux idées philosophiques et artistiques, mais également aux idées politiques. On s'inspire également du droit romain, par exemple. À l'époque, plusieurs juristes commencent à douter de la pertinence de la jurisprudence de leur temps, et ils ont commencé à étudier la jurisprudence romaine, affirmant qu'elle est plus utile aux nouvelles demandes actuelles en termes de législation. Dès le début du siècle, les lois de Platon, la politique d'Aristote, ou encore de l'Égibus de Cicéron, ils deviennent des sujets de discussion dans les milieux intellectuels. Et avec les diffusions des idées gréco-romaines, de nouvelles façons de concevoir la politique émergent et qui sont en opposition avec les conceptions en place. Erasme, par exemple, se sert de la philosophie païenne pour brosser le portrait du prince chrétien. Il a écrit un livre sur l'éducation du prince, basé sur l'éducation des Grecs et des Romains pour cultiver la vertu du prince, ce qui n'est pas sans rappeler l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Et de leur côté, on a aussi Machiavel et Thomas More qui introduisent de nouvelles conceptions de la politique. Machiavel aussi, il a produit un manuel sur comment le prince doit se conduire, en opposition totale avec la démarche d'Erasme, mais une démarche inédite quand même. D'ailleurs, il est courant en fait de mettre la Boétie et Machiavel ensemble. La Boétie, comme on a dit, suit la méthode des écrivains de la Renaissance, notamment de Machiavel, mais il y avait cependant une différence cruciale qui fait qu'on les présente souvent comme opposés. Alors que Machiavel tentait d'enseigner au prince les moyens de consolider son règne, la Boétie, lui, se consacrait à discuter des moyens de le renverser et ainsi d'assurer la liberté de l'individu. On peut aussi dire que Machiavel est dans une perspective de réalisme juridique, tandis que la Boétie, il suit un idéalisme juridique. Pour le premier, la loi en fait doit suivre des buts purement pragmatiques et pratiques, tandis que dans le cas de la Boétie, la loi doit être conforme à la nature humaine et viser l'épanouissement et la liberté de l'homme. Dans les deux cas, c'est inédit et les deux auteurs utilisent une méthode similaire pour arriver à leur conclusion radicalement opposée. Thomas More, quant à lui, il va proposer un modèle de société utopique basé sur la coopération et le partage. Ce sont en fait des idées qui ont amené des bouleversements considérables et innovants dans la manière de penser la politique, parce qu'il ne s'agissait plus en fait de Dieu, mais de l'homme qui prend en charge sa destinée ici. Donc politiquement parlant, l'humanisme rejette toute théocratie. Dieu ne fait plus rien à part assister les hommes à réaliser leur existence, à faire la politique que eux jugent bon pour eux. Donc la souveraineté devient celle de l'homme en fait. C'est cette période qui marque le début des théories de l'État moderne et on commence en fait à remettre en question la souveraineté des monarques, des rois, des prêtres, et l'État devient de plus en plus en fait un garant de la liberté du peuple, qui lui devient le nouveau souverain. Mais l'impact politique de l'humanisme ne se limitait pas à proposer en fait de nouvelles organisations sociales, mais aussi le questionnement et la remise en question surtout des dogmes, notamment religieux. Donc même les intellectuels religieux ne pouvaient pas en fait éluder la question politique. Le culte protestant s'était directement inspiré des idées humanistes et eux aussi ont commencé à agir de manière à impacter la politique. L'humanisme et la réforme se servent en fait l'un de l'autre comme instruments. Luther et Calvin, ils étaient des réformateurs, non seulement de la religion, mais aussi politique également, puisque à l'époque, c'est l'Église catholique qui décide un peu de tout politiquement. Donc leur besoin d'épurer le christianisme du dogmatisme catholique a aussi suscité des innovations d'idées politiques. La contribution principale du protestantisme, c'est en fait l'autonomie de l'homme par rapport à Dieu. Il croit en la prédestination, certes, que Dieu a déjà tout décidé, surtout à l'avance, mais on ignore ses desseins jusqu'au jugement. Donc cette ignorance fait que l'homme doit travailler sans compter sur Dieu pour le sauver. Il devient donc le maître de son destin, ce qui change complètement les structures politiques maintenues par le catholicisme. Puis l'humanisme, en pénétrant dans les universités, il avait arraché en fait les intellectuels à ces dogmes, quoi.
les écoles en fait d'Orléans où la Boétie va étudier, mais aussi de Toulouse, de Bourges, ils étaient en fait rapidement devenus des bastions avancés des nouvelles tendances, quoi. L'université d'Orléans, principalement une université de droit, tout aussi influente que l'université de Boulogne, qui était un peu l'université de droit, elle avait déjà en fait un focus sur le droit et la philosophie romaine. C'est donc une université vraiment de renaissance et qui a une putain de réputation. Mais aussi les intellectuels, les profs et les élèves se réforment de plus en plus. Donc les universités et les églises entrent de plus en plus en conflit. Comme j'ai dit, la Renaissance, le but, c'était un peu de limiter le pouvoir de l'Église catholique qui imposait toujours sa lecture de la Bible et qui condamnait fermement toute interprétation qui déviait de l'interprétation officielle. Donc le retour à l'Antiquité était présenté comme une célébration de l'autonomie intellectuelle, que l'individu peut acquérir le savoir par lui-même et par des voies naturelles, sans avoir recours à des dogmes ou à des autorités. Donc on ne se contentait pas en effet de savourer avec délice les œuvres de l'Antiquité grecque ou romaine, on repensait ces œuvres dans un nouvel esprit. La volonté en fait de libre examen se manifestait, on critiquait et on interrogeait les différentes formes de dogmatisme dans la doctrine ou dans la méthode, et de manière de plus en plus incisive. On préférait en fait mettre franchement en doute le principe d'autorité, et en la matière, les philosophes antiques constituaient un guide précieux. Professeurs et étudiants aimaient une nouvelle pensée, ils animaient aussi une nouvelle pensée indépendante, et une pensée qui est maîtresse d'elle-même, qui est apte à débattre des grands sujets qui hantent l'homme sans craindre en fait le moindre tabou. Mais forcément, là où les idées divergent, la situation politique devient complexe. Les nouvelles idées en fait, de cette coalition entre humanisme et réforme remettent en question les autorités catholiques qui se mettent à les persécuter en les accusant en fait de commettre des hérésies. De 1525 commencent en fait les persécutions. Et ça a ensuite très vite explosé. En fait, au départ, il y avait un certain Jean de Caturce à Toulouse qui a été brûlé vif en 1532, puis en 1535 un certain Mathurin Cordier fut brûlé à Paris, il a été condamné pour cause d'hérésie, puis arrive l'affaire des placards. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1534, il y a des écrits anticatholiques qui sont placardés dans les rues de Tours, à Orléans, Paris et jusque sur la porte de chambre de François Ier. Alors forcément, le roi n'est pas content et il réagit violemment contre les Huguenots et conduit au bûcher une quarantaine de blasphémateurs déclarés hostiles au pape et au clergé romain. Donc la peur de la mort, de la torture ou du cachot s'était installée. Et donc la liberté de penser en matière religieuse se payait fort cher, quoi. En 1559, Anne de Bourg, le professeur de la Boétie, il est pendu et brûlé à son tour pour avoir dénoncé ouvertement et à la face du roi Henri II les persécutions contre les protestants. Il se fait immédiatement arrêter et jeter en Bastille et puis au bûcher. Bon, alors pas par Henri II, parce qu'en fait il est mort juste après l'enfermement de Bourg, mais par les Guises. Alors, les Guises, pardon. Donc la dynastie des Guises, c'est la dynastie qui est proche d'Henri II et qui a saisi le pouvoir juste après sa mort. Après Henri II, c'est son fils premier, c'est son premier fils en fait qui est monté au trône, c'est François II, donc le gamin qui n'avait que 14 ans à l'époque, et c'est lui qui a donné les rênes du gouvernement aux Guises, et qui sont en fait les oncles c'est les oncles de son épouse Marie Stuart. Ce sont les Britanniques, et François II, oui, était marié à 14 ans, était marié à Marie Stuart, la reine d'Écosse, et il détestait les protestants. Du coup, ils ont renforcé les répressions, ce qui a conduit à juste en fait renforcer la crise politique et religieuse. Donc bref, le règne de François II, c'était une catastrophe et la France a commencé à perdre son influence sur l'Europe. Donc le Parlement condamne Dubourg pour hérésie et le pend et brûle son corps au bûcher. Donc, les mesures violentes du pouvoir ont donc aussi provoqué des réactions qui sont tout aussi violentes, et de moins en moins, en fait, on croyait à des réformes pacifiques. Ceci a été prouvé en 1572, dans la nuit du 23 au 24 août, avec le massacre de la Saint-Barthélemy, quand Catherine de Médicis obtient l'ordre de mettre à mort tous les chefs protestants, alors que c'est elle qui prenait la solution pacifique entre protestants et catholiques. Les protestants, en fait, ne se laissent pas faire. On voit une explosion des philippiques, c'est-à-dire des textes violents, des pamphlets et des libelles,
libelles contre les princes et les rois responsables des violences. Les imprimeurs, les libraires ou les relieurs participent activement à la diffusion de ces écrits que l'on répute séditieux, mais que l'on se dispute aussi avec avidité, au prix de la tranquillité et parfois même la vie, quoi. C'est-à-dire que des publicistes protestants, qu'on va bientôt appeler les monarchomaques, c'est-à-dire en fait ceux qui sont contre le monarque, en fait ils orchestrent une véritable campagne de presse contre les princes qui deviennent des tyrans. On qualifie d'ailleurs leurs écrits de catilinaires de la réforme. Parmi ces philippiques violents, on trouve la Franco-Gallia de François Hautemann. On trouve aussi du droit des magistrats de Théodore de Bèze et aussi un autre texte, Vindiciae contra Tyrannos, attribué à un certain Duplessis Mornay. Et donc du coup, toutes ces œuvres, donc publiées dans les années 70, donc 1573, 74 et 79, ils expriment en fait de manière systématique l'idée de résistance au pouvoir monarchique. D'ailleurs, on peut le préciser, ces attaques contre les abus de pouvoir des princes ne sont pas forcément limitées qu'en France. Il s'agit en fait d'un mouvement qui s'étend sur toute l'Europe. À Bâle, en Écosse, en Pologne, aux Pays-Bas, les libelles se multiplient, ils se traduisent, s'empruntent, etc. Et donc aussi, ces attaques ne sont pas uniquement protestantes, mais peuvent aussi être catholiques. Il y avait la Sainte Ligue, formée en 1576 et dirigée par Henri de Guise, dit le Balafré, le plus populaire des catholiques. Donc même s'ils sont pour restaurer le saint service de Dieu et l'obéissance à sa majesté, ils visent avant tout à limiter le pouvoir royal, à combattre l'absolutisme et défendre la liberté des peuples, au point où ils empruntent les arguments des libelles protestants. Mais voilà, c'est ça un peu le contexte politique dans lequel la Boétie a vécu, surtout à l'université d'Orléans. Sa formation antérieure avait déjà forgé sa sensibilité et l'avait préparé à débattre de tels problèmes. Alors il n'a pas connu les guerres de religion à partir du... il a connu juste que la toute première guerre était juste au tout début, et il n'a pas connu le massacre de la Saint-Barthélemy, puisqu'il est mort en 63. S'il n'est pas en fait possible de le situer parmi les protestataires d'après 1972, il trouve néanmoins place parmi les pionniers qui ont œuvré à la grande mutation des idées. On peut donc considérer le discours de servitude volontaire comme un texte qui a inspiré ces mouvements. La Boétie, par cet essai, on peut dire, a mis son érudition de jeune humaniste et son amour des lettres classiques au service des audaces d'une pensée novatrice, critique de l'autorité despotique, comme disait Montaigne, que c'est un essai en fait de jeunesse à l'honneur de la liberté et contre les tyrans. Mais pourtant, si le discours était si important et influent dans cette histoire, qu'il est la production parfaite de son temps, celle qui lui correspond le plus, pourquoi est-ce qu'il a été publié que très tardivement, après la mort de la Boétie? Parce qu'on va voir que la publication et la diffusion du discours, ils sont enveloppés de mystères aussi. Alors, il faut savoir que la Boétie n'a jamais rien publié de son vivant. Ce n'est qu'en 1580, donc 17 ans après son décès, que la première publication d'une œuvre de la Boétie voit le jour. C'était Montaigne qui s'est chargé de la publication, qui était d'ailleurs incluse dans les essais. Mais il n'a publié que les poèmes de la Boétie, qui ne sont pas ceux qui ont fait sa renommée, Aujourd'hui, la Boétie est surtout connue pour ses écrits politiques, surtout le discours de la servitude volontaire, plutôt que pour ses poèmes. Montaigne n'a pas publié les textes qui touchaient à la politique, c'est-à-dire qu'il n'a pas publié le discours et le mémoire de l'édit de janvier. Selon lui, en fait, ce n'était pas le moment de les publier. Il leur trouvait selon lui la façon trop délicate et mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d'une si malfaisante saison. Je cite Montaigne là. Donc il faisait référence aux guerres de religion. Montaigne dit que c'est pas le moment de les publier parce qu'il ne voulait pas que le discours serve d'une arme militante dans ce conflit, parce que selon lui, ça donnerait une fausse image de son ami et détournerait ses propos dans le discours. Mais le discours en fait circulait déjà depuis les années 1570. Et ça a déjà inquiété Montaigne.
des publicistes protestants avaient déjà connaissance et probablement ont eu communication du texte. Une théorie, c'est que déjà, en fait, le manuscrit qu'a reçu Montaigne n'était pas l'original, mais une copie, et on ignore ce qui est arrivé à l'original. Si la Boétie l'a remis à quelqu'un d'autre avant lui ou pas. On sait que le discours a été copié au moins 2 fois et pratiquement sans variante par des amis de la Boétie de Montaigne, Henri de Mesmes et Claude Dupuy. Une autre théorie dit qu'il se peut que ce soit par l'intermédiaire d'un condisciple de la Boétie, un autre étudiant d'Anne de Bourg, un certain Lambert d'Anneau. On sait qu'ils avaient souvent des discussions ensemble chez son oncle dans les jardins de bord de Loire, donc c'est possible. C'est une théorie justement par Paul Bonnefond qui dit vers 1553, D'Anneau a reçu de son ami des confidences touchant la rédaction du discours. D'Anneau en fait, qui s'est réformé après l'exécution de Bourg, il est devenu protestant quoi, aurait révélé à ses amis calvinistes le contenu de l'essai de la Boétie. Et c'est comme ça que le texte s'est mis à circuler et à tourner. D'ailleurs, on sait que Montaigne connaissait le discours avant de rencontrer la Boétie, et que s'il l'a rencontré, c'est pas seulement par hasard, mais aussi parce que Montaigne cherchait l'auteur du discours. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en 1580, la date où Montaigne a publié pour la première fois les premières œuvres de la Boétie, le discours de la servitude volontaire a déjà connu une audience incontestable qui n'a fait que grandir au fil des siècles. Donc le climat politique de son époque était déjà très tendu et rempli d'insécurité. Les combats idéologiques entre protestants et catholiques existaient depuis et avant la rédaction du discours, et ils ont continué avec les dénonciations des abus de pouvoir et la promotion de la liberté. De plus en plus de pamphlets et d'écrits militants circulent, et parmi eux, il y avait forcément le texte de la Boétie. Le discours de la servitude volontaire était publié et cité par des protestants dans une perspective militante, ce que Montaigne dénonçait d'ailleurs. Il disait que l'ouvrage de son ami a été depuis mis en lumière et a de mauvaises fins par ceux qui cherchent à troubler l'état de notre police. Ça, c'est les termes de Montaigne. Selon lui, en fait, les gens qui visent les mauvaises fins n'hésitent pas à amender le discours, à tordre ses propos pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas, et pour qu'il soit plus aligné avec leur projet politique. Donc le discours devenait un pamphlet anti-catholique, anti-monarchiste et pro-protestant, alors que selon Montaigne, la Boétie a toujours été catholique et n'a jamais remis en question la parole ou la politique du roi. Comme on a vu d'ailleurs dans sa biographie, il prenait la politique d'apaisement de Catherine et ne rejetait pas du tout la monarchie. Alors, toutes les publications du discours de la Boétie qui circulaient dans les années 1570, ils étaient anonymes. C'est-à-dire en fait qu'on ignorait l'identité de son auteur, à part Montaigne, qui savait que c'était le texte de la Boétie. C'est-à-dire en fait, on sait qui c'est qui les publie, mais on ne savait pas, mais en fait la Boétie n'était pas mentionnée dans les textes. Donc, il a paru pour la première fois en 1574. Plutôt, en fait, c'est un fragment quelque peu remanié qui figure dans un pamphlet ou libelle en forme de dialogue paru à Bâle, puis à Édimbourg, successivement en latin et en français. Donc, un libelle, pour rappel, c'est un petit livre de caractère satirique, insultant ou diffamatoire. Le pamphlet a d'ailleurs un titre très provoquant, il s'appelle « Le réveil matin des Français et de leurs voisins », publié sous le nom d'un certain Eusèbe Philadelphe Cosmopolite. C'est un pseudonyme, on ignore l'identité de l'auteur. Certains disent qu'il s'agit d'un certain Nicolas Barnot ou Théodore de Bèze, on a mentionné Théodore de Bèze tout à l'heure, tous deux des protestants, mais c'est pas sûr. En tout cas, l'utilisation du texte de la Boétie indique clairement le dessein de ceux qui l'ont composé. Le temps du libelle, dirigé à la fois contre le roi de France et contre sa mère, est extrêmement violent. Les prises de position hostiles au prince sont sans aménité. Il a d'ailleurs été publié quelques mois après la Saint-Barthélemy. Donc en citant certains passages de la Boétie, les auteurs du pamphlet veulent, sans le nommer bien sûr, en faire en fait un peu l'investigateur des idées d'opposition et de subversion politique. Donc ça donne au discours de servitude volontaire un aspect polémique et militant, et même qui encourage la violence. On le retrouve aussi en 1576 dans les Mémoires de l'État de France sous Charles IX, écrit par le pasteur protestant et calviniste Simon Goulard. Il est cité plus longuement dans le tome 3, mais l'auteur n'est toujours pas nommé. Et c'est là en fait que le titre du contraint apparaît pour la première fois. La Boétie, lui, a donné nom de... En fait,
a donné à son œuvre le nom de la servitude volontaire. Mais ceux qui l'ont intégré, ceux qui l'ont en fait utilisé pour promouvoir leurs idées protestantes et leur militantisme, l'ont rebaptisé le contraint. Donc c'est dans le libelle de Goulard qu'il apparaît ainsi et prend cette signification d'être un texte à l'honneur de la liberté contre le tyran monarchique de l'époque. Donc le contre 1, c'est donner au discours un aspect militant contre le monarque. C'est en faire un monarchomaque. Donc, dans le discours de la servitude volontaire, le discours en fait serait spécifiquement un discours anti-monarchique, ce qui lui permet de connaître un fort retentissement, puisque publié d'abord à Genève, il fut réédité en 1576 et 78 aux Pays-Bas, à Middelbourg, et ce qui procurait au texte de la Boétie une diffusion très très large. Et donc très vite, la Boétie devient classée parmi les monarchomaques, et c'était les libellistes contre l'absolutisme royal qui s'établit à la fin du XVIe siècle, principalement des protestants qui ont émergé après le massacre de la Saint-Barthélemy. Quoi qu'il en soit, en fait, ce texte mystérieux devient de plus en plus une référence en matière en fait, de texte militant. Quiconque veut dénoncer le pouvoir, il va citer le texte, à qui on prête en fait une signification séditieuse contre la monarchie. Mais on peut dire que son aspect universel ne se limite pas qu'aux querelles religieuses entre protestants et catholiques. C'est pour ça qu'on le retrouve également lors du XVIIe et XVIIIe siècle comme un texte anti-monarchique tout court. Même si au XVIIe siècle, en fait, son influence diminue considérablement, au XVIIe siècle, en fait, arrive la monarchie absolue, instaurée et consolidée sous Richelieu et Louis XIV. Donc la doctrine politique dominante soutenait la souveraineté royale et la censure s'intensifiait, donc le discours tombait petit à petit dans l'oubli. Il était très rare, accessible seulement aux bibliophiles et aux esprits un peu curieux. Une anecdote d'ailleurs rapportée par Talément des Réaux. Il souligne en fait cette rareté, il dit que Richelieu aurait payé une somme considérable pour acquérir un exemplaire du titre devenu introuvable. Et toutefois, en 1665, un texte anonyme intitulé La conjuration du comte Jean-Louis de Fiesque, rédigé en 1633 par Jean-François Paul de Gangy, donc c'était le cardinal de Retz, c'est comme ça, c'est Retz, R-E-T-Z, comment ça se prononce? J'ai oublié. Bref, il fait écho, en fait, ce texte, il fait écho aux idées du discours, bien que cela ne suffise pas à raviver l'intérêt pour l'œuvre de la Boétie. Par contre, au XVIIIe siècle, il marque un retour sur le devant de la scène politique du discours. Il y a une réédition des essais de Montaigne par Pierre Coste en 1727, et elle contient le discours de la servitude volontaire en annexe. Et cette fois-ci, pour la première fois, le nom de la Boétie figure comme auteur du discours. Et donc cette publication, suivi de rééditions à Genève en 1727, à Londres en 39 et 45, et puis à Paris en 40, va relancer la diffusion du texte. Et donc une traduction anglaise va même apparaître à Londres en 35. Toutefois, le discours reste alors perçu comme un appendice des essais de Montaigne, plutôt que comme un manifeste politique autonome. Ce n'est qu'à l'époque de la Révolution française que le texte trouve une actualité politique pour des raisons évidentes. Il réapparaît à 3 reprises, de manière plus ou moins explicite, entre 1789 et 1792. En 89, il est publié aux côtés du discours de Marius, qu'on a mentionné lorsqu'on a parlé de la traduction en français moderne. La préface insiste sur le fait que le discours ne s'applique qu'en cas d'injustice majeure, et en 1791, certains extraits sont intégrés dans un autre texte, l'Ami de la Révolution ou philippique. C'est un texte dont on ignore l'auteur. On pense que c'est Sylvain Maréchal, le poète et révolutionnaire proto-communiste, mais c'est pas sûr. Et puis en 1792, il y a Marat qui publie à Paris Les chaînes de l'esclavage, un texte initialement publié à Londres en 1774, qui contient de nombreux passages inspirés du discours, à un tel point que certains y voient un plagiat. Donc tout se passe désormais comme si le discours de la servitude volontaire était le modèle du manifeste politique d'opposition au pouvoir gouvernemental. La figure de la Boétie devient celle d'un polémiste violent que l'on prend parfois pour un révolutionnaire militant et exalté qui prône la liberté face à la tyrannie de toutes sortes, qu'elle soit royale, politique ou religieuse. Et dans le XIXe siècle,
Il est repris et présenté ainsi, d'abord par l'abbé Félicité de Lamennais. Lui, il prônait la liberté de conscience chrétienne et trouve inacceptable que le christianisme devienne un instrument de pouvoir politique. C'est dans ce contexte en fait qu'il utilise le discours de la Boétie. Pour lui, le pouvoir corrompt et prive l'homme de sa liberté, qu'il soit celui sur qui le pouvoir s'exerce ou celui qui l'applique. L'homme ne peut pas être en fait libre tant qu'il y a du pouvoir, et le problème c'est que l'homme ne peut être que libre. C'est ça en fait sa nature, et ne peut être que l'homme ne peut être bon que dans la liberté. Dès que vous le privez de liberté, hein, il ne peut plus être bon. Et donc ainsi, Lamennais, il prenait en fait Dieu et la liberté, puisque sans liberté, on ne peut pas être bon, et donc on ne peut pas être chrétien. Et ainsi, il publie en 1835 le discours de la Boétie, cette fois-ci tout seul, c'est-à-dire sans être lié à Montaigne, et avec une préface où il donne son interprétation militante et anti-gouvernementale de l'œuvre. Et donc Lamennais démontre que la conscience doit pouvoir, au nom de la liberté, refuser d'obéir à une puissance tyrannique, qu'elle soit spirituelle ou temporelle, voire étatique ou économique, voilà, et doit condamner sans réserve toute domination. Et ainsi, en fait, le discours devient un hymne à la liberté. Puis l'année d'après, 1836, donc Charles Teste le transcrit en français moderne, accessible à tous, et y ajoute des lettres de la Boétie. Donc les rééditions se succèdent dans tout ce siècle. Léon Feugère, encore une fois, je ne suis pas vraiment sûr de la prononciation des noms. Bref, Léon Feugère publie en 1845 une étude d'ensemble intitulée La Boétie, amie de Montaigne, et l'année d'après, il publie les œuvres complètes de la Boétie. On trouve ainsi en 1872 l'édition de Paul Bonnefond, qui publiera 20 ans plus tard les œuvres complètes de la Boétie. Il établit également le texte du discours, du discours de la servitude volontaire d'après le manuscrit de Mesmès de la Bibliothèque nationale. Il lui adjoint non seulement des notes et un index, mais aussi des variantes. Et donc cette édition devient d'ailleurs une édition classique pour les futurs travaux sur la Boétie. Une édition anonyme paraît aussi à Bruxelles en 1899. Elle semble bien s'être inspirée des travaux de Bonnefond, qui en 1922, il va publier à nouveau, il va republier à nouveau à la veille de sa mort le texte du discours, auquel il va ajouter le mémoire de l'édit de janvier de 1562, et qui a été redécouvert un peu auparavant en Aix-en-Provence. Puis il y a un médecin et un érudit qui s'appelle Jean-François Payen, qui publie en 1853 une notice bibliographique sur la Boétie, l'amie de Montaigne, suivie de la servitude volontaire. En 1857, il paraît à Bruxelles une autre édition du discours qui est l'œuvre d'immigrés républicains chassés de France après le coup d'État de Charles-Louis-Napoléon Bonaparte. En 1863, il y a une nouvelle édition du discours qui voit le jour à Paris, préfacée par les soins d'Auguste Vermorel, un des figures importants Donc, préfacé par Auguste Vermorel, une des figures importantes de la Commune de Paris, et l'année suivante, une première traduction italienne apparaît à Milan, basée sur l'édition de Vermorel. Alors, avec Vermorel, la Boétie devient quelqu'un qui prône la souveraineté du peuple, un véritable écrivain populaire, un véritable classique de la tradition libérale et démocratique, c'est comme ça que Vermorel le présente. La Boétie serait de la même veine que Jean Boucher, un curé de Saint-Benoît qui prêchait que le prince procède du peuple par des élections libres. Il est aussi dans la même veine que Pijna, curé de Saint-Nicolas des Champs, pour qui la puissance de régner vient de Dieu et des clameurs du peuple. Donc Vermorel le rapproche également des publicistes démocrates comme Hubert Languet, et Duplessis-Mornay, le radical François Hautemann. Donc on les a mentionnés, ces deux-là. Et ainsi, en fait, comme le remarque aussi Sainte-Beuve, il est clair que depuis les Huguenots, tout le monde interprète les cris de la Boétie comme une arme destinée à remuer et renverser l'État.
Et c'est bien ainsi qu'ils s'en servent, en fait. Le XXe siècle aussi, il va poursuivre cette dynamique avec diverses éditions et traductions, des traductions en néerlandais en 1933 et en allemand en 1934. La traduction néerlandaise est intéressante parce qu'elle a été faite par Barthélemy de Ligue, avec un T à la fin, qui est un anarchiste, parce qu'au XXe siècle, le discours a été récupéré par l'anarchisme et continue jusqu'à aujourd'hui à être utilisé comme un pamphlet soutenant les idées anarchistes. Mais l'anarchisme est une pensée philosophique qui est complexe, avec plein de courants et d'approches différentes, et pas toutes les approches se revendiquent de la Boétie. Celle qu'il a récupérée, c'est surtout l'anarchisme qui prône la non-violence et l'action pacifique. On donne donc ici un autre sens au texte de la Boétie, bien différent de l'interprétation révolutionnaire et des Huguenots qui allaient jusqu'à l'utiliser pour défendre le régicide. Donc la Boétie devient une figure de la désobéissance civile, le fait de protester et de résister le pouvoir, de lui désobéir, mais de manière civile et pacifique. Il devient de plus en plus cité et édité et traduit dans les anarchistes, dans les milieux anarchistes, donc non violents et pacifiques, notamment par Gustav Landauer, le principal anarchiste allemand du début du XXe siècle, après s'être converti à une approche pacifique, pacifiste. Donc il a fait du discours de la Boétie le noyau central de son œuvre anarchiste, qui est la Révolution, donc Die Revolution, en 1919. Et puis, comme Ligue, je dis Ligue, mais peut-être que ça se prononce Licht ou Lit, je ne suis pas sûr, c'est L-I-G-T. Donc comme Ligue, qui est l'un des principaux pacifistes anarchistes néerlandais du XXe siècle, à part la traduction du discours, il a consacré aussi plusieurs pages de sa conquête de la violence, c'est ça l'œuvre majeure. Il y a plusieurs pages dans la conquête de la violence dédiées, qui est en fait une discussion sur le discours de la Boétie. Il est aussi cité par Léo Tolstoï dans son livre « La loi de l'amour et la loi de la violence » de 1908. Donc la Boétie, comme il affirme dans son discours que si l'homme perd sa liberté, il la perd parce qu'il a consenti en fait à sa servitude, donc il peut lui-même échapper à la violence qui s'exerce sur lui en arrêtant de servir cette violence. Donc en fait, cette violence qui n'est possible finalement qu'avec la coopération de celui qui se soumet. En gros, Tolstoï te dit que si tu es ouvrier exploité, un ouvrier exploité, ne va pas détruire les machines ou la propriété de ton patron ou les administrations du gouvernement qui te retirent ton argent, le peu que tu possèdes, par les impôts et les taxes, mais en fait, il faut juste refuser d'aller travailler et de payer tes impôts. C'est aussi en fait l'approche favorite des anarchistes américains comme Henry David Thoreau et Benjamin Tucker, ne pas faire en fait d'actions violentes, mais seulement s'abstenir de servir le pouvoir, souvent par le refus de payer des taxes. Mais bon, c'est aussi cette tradition de l'anarchisme pacifique et de ne pas payer de taxes. C'est de cette tradition-là qu'est né l'infâme hybride anarcho-capitalisme avec des figures comme Ayn Rand et Murray Rothbard. Comme je le rappelle d'ailleurs, la traduction anglaise par Harry Kurz est préfacée, introduite par Rothbard, donc un libertarien anarcho-capitaliste lui-même, même s'il reste très critique à la catégorisation de la Boétie comme anarchiste. Rothbard dit que c'est pas correct de dire que la Boétie est un anarchiste, et tous les anarchistes et historiens de l'anarchisme qui l'ont classifié ainsi font une erreur d'interprétation du discours. Selon lui, en fait, la critique de la Boétie face au pouvoir n'a jamais dépassé le gouvernement tyrannique, alors que pour être un anarchiste, il faut rejeter toute forme de gouvernement, pas uniquement les gouvernements tyranniques. Donc c'est cette erreur que plein d'anarchistes et d'historiens de l'anarchisme commettent concernant la Boétie. Ils prennent sa critique de la tyrannie comme une critique du gouvernement lui-même. Un exemple, c'est Ernest Victor Zenker, qui, dans son livre Anarchism, une histoire de l'anarchisme, dit que pour la Boétie, en fait, l'humanité n'a pas besoin de gouvernement tout court. Un autre qui fait cette erreur, c'est Pierre Messner, un philosophe et historien de philosophie français. C'est pas un anarchiste, mais il a tenu le même propos dans un livre qui, pour moi, reste quand même intéressant et excellent sur le XVIe siècle, qui s'appelle L'essor de la philosophie politique au XVIe siècle, qui a été publié en 1936. Vous y trouverez tout un chapitre sur la Boétie, et dedans, en fait, il fait la même thèse et interprétation, qui reste aussi inadéquate. Il dit que tout pouvoir personnel et toute forme de monarchie est par nature tyrannique.
On peut aussi mentionner l'article écrit entre 1937 et 1938 par Simone Veil, Méditation sur l'obéissance et la liberté, qui est basé sur une relecture du discours et qui considère que la notion de consentir à sa propre oppression serait un meilleur concept que les luttes ouvrières, ce serait un meilleur concept dans les luttes ouvrières que les analyses de Marx. Donc bref, le XXe siècle devient de plus en plus intéressé à la Boétie, et encore plus durant et après la Deuxième Guerre mondiale. Les événements de la guerre auraient provoqué une nouvelle prise de conscience sur la relation entre l'homme et le pouvoir. Donc comment expliquer que de telles atrocités ont pu se produire, pourquoi les gens n'ont rien fait, etc. Ils n'ont pas résisté face à l'antisémitisme des nazis, parce qu'ils croyaient au message, parce qu'ils croyaient au mensonge. Ça, je commence à fatiguer, parce qu'il croyait au mensonge mentionné par Tolstoï. Tolstoï disait que la Boétie a décelé un mensonge il y a 400 ans, qu'on raconte toujours aux gens, que leur servitude est obligée, alors qu'en réalité, c'est eux qui la laissent exister. C'est en fait se déresponsabiliser face à l'injustice et face au pouvoir. Donc la violation des droits humains serait donc le résultat de la complicité des hommes dans la violation de leurs propres droits. Il faut donc encourager cette prise de conscience pour que les gens en fait défendent leurs droits et ceux des autres. C'est donc dans cet esprit que plusieurs éditions du discours paraissent entre 1940 et 1943, portées par un esprit de résistance à l'occupation, notamment l'édition de 1943, préfacée par Edmond Gilliard, je suis pas sûr de la prononciation, c'est G-I-2-L-I-A-R-D. Donc voilà, par Edmond, je vais dire. Et puis, en fait, il y a d'autres éditions qui viennent s'ajouter durant toute la seconde moitié du siècle. Il y a celle de François Fincker, de Pierre Léonard ou de Miguel Abensour, mais qui restent aussi marquées par des lectures idéologiques qui veulent faire de la Boétie un penseur du grand refus opposant la liberté au pouvoir. Donc voilà comment il a été souvent interprété. Bon, maintenant, il faut un peu voir si cette interprétation correspond réellement aux intentions de son auteur. Est-ce que la volonté d'opposition que l'on prête si souvent à la Boétie correspond exactement aux intentions que le jeune étudiant mettait dans cette dissertation? Et ça, ce n'est pas sûr. Parce que déjà, depuis le 19e siècle, certains intellectuels, comme par exemple Anatole Prévost Paradol, en 1859, il présentait une analyse de la Boétie qui ne cherchait pas coûte que coûte à embrigader le discours sous la bannière des révolutionnaires. Bonnefond aussi, dont l'analyse a été critiquée par Mesnard, faisait de la Boétie non pas un révolutionnaire qui disait non au pouvoir, mais un bon conservateur catholique français qui n'avait aucune intention d'attaquer le pouvoir établi ou le roi. Selon Bonnefond, le roi de France n'est pas la cible du discours. Du coup, quelle est la vraie interprétation? Comme on a précisé, la Boétie l'aurait composée d'après Montaigne à 16 ou 18 ans, c'est-à-dire entre 1546 et 1548, et qu'il aurait fort probablement corrigé quelques années plus tard, lorsqu'il était étudiant à l'université d'Orléans. Mais certains doutent de l'âge de la Boétie lorsqu'il a écrit son discours. Pour certains, la masse d'observations, d'anecdotes, d'idées qui se trouvent rassemblées dans le discours suppose que l'auteur avait un âge plus avancé, plus de maturité et d'expérience que ne peut avoir un ado de 16 ou 18 ans. Certains disent que la Boétie pourrait avoir eu l'idée de son discours à 16 ans, mais qu'il s'est mis à l'écrire plus tard, ou à le rédiger plus tard. Et l'idée lui est peut-être venue de ce qui s'est passé en 1548, donc quand il avait 18 ans. C'est une thèse apportée par Jacques-Auguste de Thou, historien et ami de Montaigne d'ailleurs. Il se peut que l'idée du discours lui soit venue après la révolte des Gabelles. Donc en 1548, de grands soulèvements particulièrement violents ont eu lieu dans le sud-ouest de la France. Ça a commencé après l'introduction d'une taxe sur le sel de pêche, qui jusqu'alors était exempt de taxe. Les troubles avaient d'abord éclaté à La Rochelle, puis la révolte s'étendit rapidement dans les zones agricoles. Elle toucha les Charentes et le Bordelais. Et donc des paysans formèrent des milices qui avaient mission non seulement d'assassiner les receveurs de gabelle, mais plus encore, de partout s'opposer aux nobles et aux riches. En août 1548, les paysans, en colère, en fait, ils entrent dans Bordeaux, et la municipalité de la ville, que l'on appelait la Jurande, était composée de bourgeois peu favorables aux paysans, et dont ils avaient plutôt peur. Et donc en fait, celle-ci appelait la Jurande a appelé au roi Henri II,
qui a envoyé 10 000 hommes de troupes sous le commandement d'un certain Anne de Montmorency. Anne de Montmorency, je crois que c'est comme ça. Bon. Donc c'était un connétable, et un connétable, c'était un haut dignitaire chargé de commander l'armée. Et donc de tout supposerait que c'est cet événement qui a indigné la Boétie pour qu'il se mette à écrire son texte. Mais rien ne permet cette conclusion en fait. Il est d'ailleurs étrange que le discours de la servitude volontaire ne contienne aucune mention de la révolte des Gamelles. On n'y trouve même pas d'allusion voilée à des événements précis du temps, quoi. À moins que la Boétie aurait situé ces événements dans un contexte philosophique plus large, peut-être qu'il ne cherchait pas à dénoncer ces événements-là précisément, mais parler de la nature humaine et du pouvoir en général. Donc peut-être que ces événements ont juste déclenché l'émotion pour écrire son essai, et qu'il a fait une simple première esquisse de... que plus tard, vers 53 ou 55, lorsqu'il était étudiant à Orléans, il aurait remanié, et ça aurait produit le discours. Donc, il aurait peut-être voulu donner un aspect plus universel à son œuvre, et c'est pour ça qu'il a fait aucune allusion aux événements de l'époque et préféré utiliser le style préféré des humanistes de son époque, c'est-à-dire d'utiliser des références de l'Antiquité. Il se peut aussi que ce genre de style, en évitant en fait les événements contemporains, permet à la Boétie d'éviter des problèmes, quoi. Il y a même une théorie qui dit que c'est Montaigne qui a écrit le discours et l'a attribué à son ami. C'est une théorie qui a été avancée en 1910 par Arthur Amango, je suis pas sûr, comme d'hab, pas sûr de la prononciation. Donc c'est une théorie qui a été réfutée, mais il n'est pas impossible que Montaigne ait inséré dans le manuscrit de son ami quelques changements ou corrections. Mais de là à dire que c'est lui l'auteur, là, faut pas exagérer. Donc le débat tourne alors sur l'âge de la Boétie quand il a écrit son discours. S'il a écrit à l'université d'Orléans vers 52 ou 53, pourquoi Montaigne nous dit qu'il a écrit à 16 ou 18 ans ? Probablement pour une tentative ultérieure de préserver la réputation de son ami, qui vient de décéder, en le dissociant en fait des huguenots révolutionnaires qui s'appropriaient le pamphlet de la Boétie. Donc effectivement, même si la Boétie ne l'a pas écrit à l'université, on peut facilement voir comment les thèses avancées dans le discours peuvent soutenir les projets des huguenotes. Un héritage humaniste de la scolastique, c'est-à-dire que la philosophie en fait de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance, c'est la notion de loi naturelle. Donc la loi naturelle dit qu'il y a une loi inhérente au monde, une loi morale inhérente au monde, et à l'homme aussi du coup, et cette loi est supérieure à toute loi faite par les humains. C'est pour dire en fait que le tyran ne peut pas aller contre cette loi naturelle, peu importe à quel point il est puissant. Et le discours de la Boétie se base sur cette loi naturelle. Tout l'argument de la Boétie, il se base sur la notion de loi naturelle. Donc comme le discours était un essai sur cette loi qui confère à l'homme son essence, et son essence, c'est être libre, comme c'est un essai sur la liberté naturelle, sur l'égalité et la fraternité de l'homme, il apportait un soutien général aux pamphlétaires protestants, en insistant sur le fait que la loi naturelle et les droits naturels justifiaient la résistance forcée au gouvernement tyrannique. Donc parce que le discours était tout le temps récupéré par les huguenots, pour attaquer le roi et l'Église catholique de manière pas du tout pacifique, Montaigne il jugeait plus prudent de dire que la Boétie n'a pas écrit ce texte à l'université d'Orléans, mais l'a écrit dans sa jeunesse. En disant que c'est juste une œuvre de jeunesse, Montaigne insinuerait que le contenu radical du discours ne peut pas être pris au sérieux ou être pris comme vraiment représentatif des vraies opinions de son auteur. D'ailleurs, un argument qui peut être de poids, c'est la différence de style entre le texte de la Boétie et les pamphlets produits par les huguenots dans l'université. Ce qui est frappant dans le discours, en fait, c'est la forme. La méthode de la Boétie était spéculative, abstraite, déductive, et cela contraste avec l'argumentation plutôt étroitement juridique et historique des écrivains monarchomaques des années 70 et 80. 1570 et 1580. Si lui, en fait, et ses huguenots étaient d'accord sur l'opposition à la tyrannie,
leurs écrits étaient quand même, ou plutôt en fait leur méthode dans les écrits était radicalement différente. Alors que les Huguenots s'efforçaient de fonder leurs arguments sur des précédents historiques réels ou présumés dans les lois et les institutions françaises, la Boétie ne donnait que des exemples historiques tirés de l'Antiquité et de la mythologie classique. Donc cette méthode de la Boétie est beaucoup plus philosophique que juridique, et donc on s'étonnerait qu'il ait produit ça lorsqu'il était dans une université remplie de Huguenots. Son approche se rapproche plus des écrits du XVIIIe siècle d'ailleurs, des traités purement spéculatifs de l'époque des Lumières, que des écrits du XVIe siècle. Un écrit comme celui de la Boétie était rare pour son époque et contexte. Enfin, si on le trouve aussi. Enfin, on le trouve chez Erasme, on le trouve chez plein d'autres, mais on le trouve chez des intellectuels, pas des gens qui ont en fait grandi dans des universités comme l'université d'Orléans, qui était une fourmilière de protestants, quoi. Donc le discours sur la servitude volontaire est structuré de manière lucide et cohérente autour d'un seul axiome, qui est que toute tyrannie repose sur le consentement du peuple, et ainsi le moyen évident pour son renversement, c'est simplement le retrait massif de ce consentement. Ceci rejoint la désobéissance civile, puisque selon la Boétie, il n'est pas nécessaire de lutter pour vaincre le tyran. Les tyrans n'ont pas besoin d'être expropriés par la force, il suffit juste de les priver de l'approvisionnement continu de ressources du peuple, quoi. Et là aussi, ça se base sur la loi naturelle ou la loi divine, mais les Huguenots, eux, utilisent cette loi pour justifier le tyrannicide, c'est-à-dire le meurtre des tyrans et des dirigeants injustes, qui, enfreignent ces dirigeants qui enfreignent la loi divine. Mais la doctrine de la Boétie vise la non-violence parce que pour lui, tuer un tyran, en fait, ça ne tue pas la tyrannie. Du coup, ça peut rejoindre les propos de Montaigne. Les intentions de la Boétie étaient en réalité très différentes de ceux qu'on lui attribuait. C'est ça aussi, en fait, qui a surtout fait que Montaigne soit réticent à l'idée de publier le discours et ne voulait pas qu'il soit interprété de manière à être autre chose que ce qu'il était, selon Montaigne. Il se peut même que le discours devait être juste un exercice scolaire de rhétorique qui exprime juste les enthousiastes, qui exprime juste en fait l'enthousiasme d'une jeunesse et rien d'autre, juste un exercice de style et c'est tout. D'ailleurs, même avec les événements de sa vie, il semble que la Boétie, soit en fait il a changé d'avis, soit comme on a dit, ce discours n'était qu'un exercice, un essai qu'on écrit pour s'exercer à maîtriser la rhétorique ou l'argumentation. Il n'a jamais publié le discours, et alors qu'il poursuivait une carrière au service fidèle du monarque, il n'a jamais exprimé la moindre allusion dans le sens de son discours. Donc probablement, la Boétie avait changé d'opinion politique au moment de sa rencontre avec Montaigne, vers 1559. Après tout, il n'est pas inhabituel qu'un jeune étudiant universitaire en recherche de liberté il se donne un caractère un peu radical, un peu fougueux pour ensuite s'installer dans un conservatisme confortable une fois qu'il s'est bien ancré dans une carrière qui dépend du statu quo. Donc en effet, si on compare le contenu du discours avec les mémoires sur l'édit de janvier de 1562, donc peu avant sa mort, on voit en fait qu'avec conservatisme, il conseillait à l'État de punir les dirigeants protestants comme rebelles et d'imposer le catholicisme en France. Mais aussi, en fait, il demande de réformer les abus de l'Église de manière modérée et respectable par l'intermédiaire du roi et de ses parlements. Les protestants seraient alors contraints de se convertir au catholicisme ou de quitter le pays. Donc, on peut dire que les deux visages de la Boétie sont celui du discours ou celui de l'édit de janvier. Lequel est le plus représentant de la Boétie? Ça, on l'ignore. Certains diront que la Boétie, c'est les deux à la fois, que, comme tout humain, il est complexe et il évolue, qu'il est tiraillé entre les idées pas toujours compatibles, etc. Certains peuvent dire aussi qu'il faut voir le discours comme la théorie et l'édit comme un peu la pratique. La Boétie était sincèrement radicale dans l'abstrait, mais tout en restant conservateur dans le concret. Qui il était vraiment, ça on ne le saura probablement jamais. Et c'est pas une raison pour ne pas lire le discours, cette comète, selon Auffray. Peu importe en fait les incertitudes autour du discours et la vie ou les idées de son auteur, le discours a indéniablement une portée éternelle parce que c'est un discours de tous les temps.
comme une comète, ça atterrit comme ça, d'on ne sait pas où, parce que ce discours ne porte pas sur des choses externes à l'individu, ce n'est pas sur des structures politiques ou sociales qui changent et qui varient selon les lieux et les époques, mais il porte sur l'individu. Alors oui, le discours parle de la soumission à la tyrannie, il parle de soumission et de domination, il prône la liberté, mais, comme dit Offray, il en parle sans vision idéale des rapports de l'État et du citoyen comme transparence et sans intermédiaire. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas l'État d'un côté et le citoyen de l'autre, et celui-ci domine celui-là, comme s'il n'y a rien, en fait, entre les deux, et qui permet à l'un de dominer l'autre. La Boétie va plutôt mettre la source de la domination dans les individus. D'accord ? Les rapports de domination et de servitude sont des relations intimes, c'est des relations interpersonnelles, parce que chez la Boétie, tout se joue par le consentement. Si le tyran domine, c'est parce que le dominé se laisse faire. Et le dominé laisse faire le tyran aussi. Du coup, le tyran n'est pas seulement une catégorie politique, mais aussi mentale, voire métaphysique. Le tyran, toujours dans les mots d'Offray, est d'abord une question de conscience et de nature humaine. C'est ça, hein, le côté métaphysique. Il y aurait en fait quelque chose qui joue dans l'être de l'individu, mais aussi dans sa psychologie qui permet la tyrannie. Et ce quelque chose, l'individu en est responsable. L'individu serait toujours en quête d'un tyran qui le tyrannise. Il cherche sa propre soumission, il s'offre comme soumis à tyranniser. Il s'offre comme un soumis à tyranniser, quoi. Mais il dit aussi que l'homme, par nature, cherche sa liberté. Il aurait comme une espèce de double nature. Il veut sa liberté, mais à tout moment, il peut y renoncer et se donner au tyran. À tout moment, il peut trahir sa liberté. Et oui, Offray a raison de dire que ça fait un peu froid dans le dos de dire ça, de savoir qu'on est si vulnérable à la tyrannie parce que la soumission vient de soi. La tyrannie est toujours prête à se renouer dans un rapport d'emprise partiellement consenti. Du coup, pour Offray, le discours n'est pas un texte sur une théorie politique, mais une leçon éthique et morale. Il s'agit de se dire que l'homme a de la lumière, tout comme il a de l'ombre en lui, tout comme il a de l'obscurité, quoi. Il veut en fait la liberté, mais il veut aussi de la tyrannie. Donc le discours serait d'abord un appel à rejeter cette part sombre de soi, cette figure menaçante et cruelle et adorée du tyran. Mais Offray ajoute aussi que la Boétie n'ajoute aucune solution concrète aux problèmes politiques, parce que il n'en a pas. La solution à la domination ne peut pas être un manuel ou une structure sociale, un plan de future société, une organisation des mouvements ou une chose dans le genre, quoi. Non, plutôt la solution aux problèmes politiques est juste la conscience de l'individu, c'est son choix de nourrir soit le tyran en lui ou l'individu libre. Donc voilà pour cette présentation du livre et de la vie de la Boétie. La semaine prochaine, on entame la lecture. Donc comme j'ai dit, je vais utiliser la traduction d'Offray pour la lecture, mais je vais aussi diviser le texte selon l'édition anglaise, l'édition de Rothbard, qui a divisé le texte en 3 parties. Quoique je ne vais pas forcément en fait... je ne vais pas forcément être complètement fidèle à cette division. Je vais donc faire en fait 4 vidéos. 4 vidéos en fait, chacune qui va recouvrir une partie. Et il va y avoir 2 vidéos qui vont être en fait deux sur une même partie, quoi. Et ces parties en fait seront cette fois-ci en fait divisées selon les répartitions de l'édition Larousse. Parce que dans l'édition Larousse, qui utilise la transcription de test, le texte a été divisé en chapitres, au total en 16 chapitres. La première partie serait une introduction à la thèse de la Boétie. La Boétie pose les bases et donne son problème. Il s'agit de répondre à la question politique qui est celle de l'obéissance et la servitude. Donc l'auteur il va partir d'un constat, les hommes obéissent aux tyrans, mais pourquoi, se demande la Boétie. La réponse, c'est qu'ils ont tendance à s'asservir eux-mêmes, à se laisser gouverner par des tyrans, c'est-à-dire qu'ils consentent. Et ainsi, pour récupérer la liberté face à la servitude, il suffit juste de refuser de servir. Les tyrans tombent lorsque, en fait, le peuple retire son soutien. L'homme, par nature, veut la liberté, mais par l'habitude,
il la perd. Et ainsi, il faut juste réveiller en lui le désir de retrouver sa liberté pour ne plus, pour ne plus qu'il soit là à obéir à la tyrannie. Donc, dans l'édition Larousse, ça correspond à la préface, puis chapitres 1 à 5. La deuxième partie, qui est la partie la plus longue, et donc couvrira en plus de détails la question de l'habitude et la nature de la tyrannie, genre comment est-ce qu'elle s'installe à travers cette notion d'habitude. Comme le dit la Boétie, la liberté est la condition naturelle du peuple et de tout individu, du coup la servitude n'est pas naturelle. Il faut donc voir comment elle s'installe. C'est à cause de l'éducation, selon la Boétie, dans un esprit un peu rousseauiste. Et c'est en fait que l'éducation, elle nous éloigne de notre nature, donc l'habitude est liée à l'éducation qu'on reçoit. Et il y a des éducations qui forgent en nous le désir de la liberté et d'autres qui nous en éloignent. La servitude, en fait, se développe lorsque les gens sont élevés dans la soumission. On verra aussi le rôle du plaisir immédiat dans le renforcement de l'habitude et de la servitude. Nous verrons quelles sont en fait les stratégies que les tyrans utilisent pour maintenir leur domination sur les peuples, avec d'un côté comment ils pervertissent leurs sujets à aimer leur propre soumission, et donc cette partie couvrira le chapitre 6 jusqu'au chapitre 12. Donc il y a des chances que je divise cette partie en deux, hein, parce que comme je vous ai dit, c'est pas sûr en fait que je vais faire en fait que 4 vidéos, peut-être que j'en ferai juste 3, ça va dépendre en fait, peut-être que il y aurait une vidéo qui va être très très longue, ou alors en fait je fais 2 vidéos sur cette deuxième partie. Donc voilà, je vais probablement faire 2 vidéos dessus, mais je sais pas encore, on va voir. Est-ce qu'au total il y aurait 4 vidéos ou 5 vidéos avec celle-ci? Donc voilà, et enfin il y aurait la dernière partie, qui va porter sur 2 thèmes. Le premier, c'est comment les tyrans instrumentalisent cette habitude à leur avantage, mais pas par le plaisir. Ça, on le verra dans la partie juste avant, justement, comment les tyrans, à travers le plaisir, apprennent aux gens à les adorer. Hein, c'est aussi un truc lié à l'habitude, comme on l'a dit. Mais on verra que la liberté, en fait, on verra que bien que la liberté soit oubliée par beaucoup, il y en a toujours quelques-uns qui ne se soumettront jamais. Puis toujours, en fait, dans cette thématique, nous verrons ce que la Boétie appelle les tyrannos, qui sont en fait les complices du tyran. Ici, on parlera de la pyramide de la tyrannie, qui est en fait le deuxième moyen pour le tyran de maintenir son pouvoir. Hein. Il le maintient à travers le plaisir, mais aussi il y a cette hiérarchie, cette pyramide, parce que le tyran, en fait, n'est pas le seul tyran, c'est-à-dire qu'il n'est pas le seul à commander, il commande, en fait, des petits tyrans, il a des petits tyrans sous sa botte, qui, eux, ils s'appellent les tyrannos, et qui, eux, commandent d'autres, et qui, eux, ils vont commander d'autres, et ainsi de suite. Puis le deuxième thème, c'est le thème de l'émancipation à travers l'amitié, qui est essentiel pour la Boétie. L'amitié a un rôle politique et éthique parce qu'elle consiste avant tout à considérer les autres comme des égaux. Et donc, on ne va pas chercher à les asservir. L'amitié, c'est la solution à la corruption. Parce qu'il faut être corrompu pour servir le tyran, selon la Boétie. Et c'est sur ça, en fait, que cette dernière partie va porter, hein, les tyrans et ceux qui les servent consciemment pour profiter, pour en tirer profit, en fait, ce que la Boétie appelle les tyrannos, donc ceux qui n'ont pas d'amis. D'ailleurs, pour que les choses changent, en fait, il faut prendre conscience de l'ampleur avec laquelle les fondations de la tyrannie reposent sur de vastes réseaux de personnes corrompues ayant intérêt à maintenir la tyrannie. Et donc, cette partie va couvrir les chapitres 10 jusqu'à la conclusion, et on va parler des tyrannos d'un côté, et puis de l'importance de l'amitié comme force émancipatrice. Et voilà, donc c'est ça pour le plan des prochaines vidéos. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu, que vous vous intéressez aussi à la vie de la Boétie, à ses idées. Et voilà quoi, je vous dis à la semaine prochaine pour commencer la lecture approfondie. Et comme d'hab, abonnez-vous, petit pouce bleu, le petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la lecture.